Salut à tous, c'est Matt et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter en direct ma collection de DVD derrière moi. Encore? Ben oui, encore. En même temps, si vous connaissez bien la chaîne, ça fait environ 4 ou 5 ans que j'ai pas fait de vidéo comme ça. Et depuis le temps, il m'est arrivé tellement de choses que je ne sais même pas par où commencer. Et en plus, le son était pas terrible, l'image était pas non plus géniale. Et je me suis dit que depuis le temps, vu que j'ai du nouveau matos avec un nouveau micro, une nouvelle caméra et en plus des nouveaux DVD à vous présenter, ça valait le coup de faire une mise à jour. Donc je vais vous présenter par exemple les 20 meilleurs films de science-fiction que j'ai, les 20 meilleurs films d'action, les 20 meilleurs films d'horreur, les 20 meilleures comédies françaises, et ainsi de suite. Et je les posterai une par une sur YouTube entre les prochaines semaines, en tout cas avant normalement juin-juillet. Sans plus tarder, on va commencer aujourd'hui par ma collection de films de science-fiction. Je ne les ai pas tous choisis, il y en a encore quelques-uns qui sont au cellier à la grange. C'est surtout ceux qui sont pour moi les meilleurs et qui ont quelque chose à vous apporter. Donc, on commence tout de suite les 25 meilleurs films de science-fiction de ma collection. En numéro 1, je vous propose une série de films qui ne sont pas forcément connus. Moi, j'ai découvert ça un peu par hasard. Ça s'appelle Star Wars. Il y en a au moins 6 dans la collection. Bon, maintenant il y en a 9, mais je trouve que les 7, 8, 9, ils sont pas aussi bien que les anciens. C'est un film indépendant. Bon, allez, j'arrête de déconner, hein. Star Wars, c'est Star Wars, tout le monde le connaît. La trilogie d'origine, bien sûr, bah, c'est la meilleure, hein. Elle est indétrônable. J'avais dit dans mes vidéos que je suis certain que les 3 films de la prélogie reprendraient de la valeur auprès du public une fois que le 7, 8, 9 serait sorti. À vous de voir si j'avais raison ou pas. Voilà, donc là ça fait 6 films déjà d'un coup, mais là encore je déconne. Ça c'est juste pour démarrer la vidéo tranquillement. Par contre, quelque chose que je vais vous présenter, c'est Riddick et Pitch Black. Alors, un peu avant que Vin Diesel il soit à fond sur la famille et les films de bagnole, il avait fait un petit film de science-fiction qui s'appelle Pitch Black, et il incarne le personnage de Riddick. On va dire que c'est un extraterrestre avec des super pouvoirs, comme voir dans la nuit, et c'est un tueur sanguinaire, et il est pris au piège par un groupe de chasseurs de primes, et au moment où ils vont l'embarquer pour la mener en prison, le vaisseau se crache sur une planète hostile, et c'est pas drôle pour tout le monde. Parce qu'il y a des créatures en fait qui vivent uniquement la nuit. Or, il y a une éclipse planétaire qui s'approche. Donc c'est un film à la fois de science-fiction, mais aussi c'est un thriller, un film d'action, et il est pas mal du tout. Il est réalisé par David Twohy, qui n'est pas très connu. Il a fait 2 ou 3 films sympas, mais il est surtout connu pour sa saga donc de Riddick. Je dis saga parce qu'il y a celui-là, il y a la suite, les chroniques de Riddick, qui s'est fait assez démonter au box-office et par la critique quand il est sorti. Mais honnêtement, il est vraiment sympa, surtout en version longue. Et il y a aussi le 3e volet qui est sorti, qui s'appelle Riddick tout court. Mais personnellement, je ne l'ai pas trop aimé. Celui-là, en fait, il est beaucoup plus épique. C'est vraiment une aventure dans l'espace avec différentes planètes, différentes factions, différentes races. Et celui-là, c'est plus un huis clos, en fait, mais à petit budget, qui est vraiment intéressant surtout pour le design des créatures et la façon dont on découvre en fait, le talent de Vin Diesel avant qu'il soit une star planétaire. Alors après, on remonte très très loin dans le temps avec un film qui est sorti en 1927, juste avant l'arrivée du parlant. C'est Metropolis de Fritz Lang. Si vous connaissez la science-fiction, vous ne pouvez pas passer à côté de ce chef-d'œuvre qui a influencé des dizaines, voire des centaines de films après lui. Par exemple, là, vous voyez l'espèce d'androïde tout jaune, comme ça, sur la couverture. C'est Maria qui va se transformer en femme dans le film, mais c'est clair que c'est une influence directe sur C3PO dans Star Wars, par exemple. Après, il y a énormément de plans de la ville qui est gigantesque, avec des immeubles qui partent à travers les nuages dans les cieux, des machines volantes et tout. Et bien sûr, ça a été repris dans Blade Runner de Ridley Scott en 1982, entre autres,
mais ça a été aussi repris par Luc Besson dans Le Cinquième Élément. Alors, Le Cinquième Élément, c'est vraiment... ça serait presque une adaptation de BD en fait, sachant que le design a été inspiré par les œuvres de Mobius, un dessinateur donc, qui s'appelle Jean Giraud, donc un dessinateur français, qui a inspiré aussi non seulement Star Wars, mais aussi Alien de Ridley Scott. Donc voilà, tout ça, ça se rejoint. Toujours dans les chefs-d'œuvre incontournables, bien sûr, il y a 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Alors, ce film, il est généralement noté comme l'un des plus grands films de SF de tous les temps, mais en même temps, on dit que c'est un film extrêmement prétentieux, long et complètement opaque et incompréhensible. Qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort? En fait, c'est un peu des deux. C'est vrai que c'est un film qui demande beaucoup d'attention, et même si on essaie de tout capter du début jusqu'à la fin, c'est pas forcément évident de comprendre ce qui se passe, et en même temps, à l'époque, on n'avait jamais vu un truc pareil. Le premier vol sur la Lune a eu lieu en 1969, et ce film est sorti en 1968, et montrait déjà la découverte de l'espace de façon extrêmement réaliste. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un film de SF qui a été basé sur un roman de Arthur C. Clarke. Et si vous arrivez à lire le roman avant de voir le film, vous comprendrez beaucoup de choses. Alors maintenant, on va découvrir un autre réalisateur qui a fait 2 films de science-fiction absolument géniaux, mais aussi à ne pas mettre entre toutes les mains, que vous connaissez certainement parce que c'est quand même des films qui ont défrayé la chronique à l'époque, notamment par rapport à leur violence particulièrement graphique, et à la satire qui se moque beaucoup des films et de la société américaine à ce moment-là, avec justement des personnages parfois un peu teubés, mais qui montrent bien que le réalisateur, il n'est pas américain à la base, il est européen. Et quand il est venu à Hollywood pour faire carrière, il s'est rendu compte que en fait tout n'était pas rose et que Hollywood c'était aussi un piège à rats parfois. Le réalisateur dont je parle, c'est Paul Verhoeven, qui est le réalisateur entre autres de Robocop, qui est vraiment à classer parmi les meilleurs films d'action de science-fiction de tous les temps, mais je ne l'ai pas trouvé. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est Total Recall avec Schwarzy, et qui est basé sur une nouvelle de Philippe K. Dick. Donc Philippe K. Dick, c'est un écrivain de science-fiction très connu, comme Isaac Asimov par exemple, ou Arthur C. Clarke dont j'ai parlé. Je pense que l'adaptation la plus connue de ses œuvres, c'est Blade Runner. Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? Et celle-là, l'origine, c'est We Can Remember It For You Wholesale. Je sais plus ce que c'est en français, mais voilà, c'est aussi basé sur un de ses bouquins. Et c'est l'histoire d'un mec sans histoire, même s'il est joué par Schwarzenegger, un ouvrier classique, qui habite sur Terre, mais qui rêve que, en fait, il va sur Mars et devient un agent secret. Donc, il va dans une boutique où on peut lui implanter en fait des nouveaux souvenirs, une nouvelle identité, tout ça, pour un temps assez restreint, juste histoire de, un peu comme un jeu vidéo, quoi, c'est-à-dire tu te branches, tu deviens un nouveau personnage et tu ressors, t'es encore toi. Sauf qu'il y a un truc qui foire et il se prend vraiment pour cet agent secret du début jusqu'à la fin. Alors, est-ce que c'est des vrais souvenirs qu'ils ont libérés dans son esprit, ou est-ce que le mec il est complètement barjot? À vous de voir jusqu'à la fin du film si vous comprenez ou pas. La musique est de Jerry Goldsmith, le compositeur de Alien. Schwarzy, bon, il est impeccable dedans. Il y a Sharon Stone, il y a Michael Ironside. Sharon Stone qui fera ensuite Basic Instinct avec Paul Verhoeven, justement. Et je voulais vérifier, voilà, produit par Mario Kassar et Andrew Vachna, qui produiront ensuite Terminator 2. Maquillage de Rob Bottin, qui fera ensuite La Chose dont je vais vous parler très bientôt. Et directeur de la photo, Jost Vacano, qui est aussi donc le directeur de la photo de Robocop. Donc voilà, franchement, très très bon film, à ne pas mettre entre toutes les mains, mais vraiment excellent. Ils en ont fait un remake avec Colin Farrell en 2000, je sais plus combien, 2020, peut-être un truc comme ça. Non, 2012, c'est beaucoup plus ancien. Franchement, bateau quoi. Donc l'original, à voir sans hésiter.
quelques années après, il a fait un autre film que vous connaissez sûrement qui s'appelle Starship Troopers. Alors maintenant, il y en a 2, 3, 4 suites qui sont sorties, mais il a fait que le premier, qui est bien sûr le meilleur. Aussi adapté d'un bouquin. Alors je sais plus exactement ce que c'est, mais en fait c'est un bouquin sur les jeunesses nazies et comment le gouvernement influence les jeunes pour partir à la guerre. Donc c'est à la fois une critique très acerbe de la société, mais c'est un film de science-fiction incroyable, avec des effets spéciaux vraiment spectaculaires pour l'époque. Encore une fois, on a Josh Vacano à la photographie, musique de Basil Paul Douris qui a fait Robocop, et surtout effets spéciaux, donc effets visuels des créatures par Phil Tippett. Et Phil Tippett, lui, si vous ne le connaissez pas, c'est l'animateur, par exemple, des créatures de Jurassic Park, un des plus grands animateurs des années 80-90. Récemment, tout le monde est à fond sur Helldiver, avec des soldats qui partent en guerre contre des extraterrestres insectoïdes, et c'est clair que le jeu n'aurait jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu Starship Troopers. Bref. Après, encore parmi les grandes créatures, monstres du cinéma fantastique et de science-fiction, tout ça, on a bien sûr le Predator. Alors ce qui est intéressant par rapport au Predator, c'est que son design avait été fait à l'époque par Stan Winston, qui a bossé lui avec James Cameron sur plein de films, notamment Terminator et tout ça. Mais en plus, les mandibules du Predator, ben, c'est une idée de James Cameron lui-même. À la base, c'était Jean-Claude, je le dis à l'anglaise, Jean-Claude Van Damme, c'était Jean-Claude Van Damme qui devait interpréter la créature, donc endosser son costume en gros. Mais bon, je sais plus ce qu'il y avait eu, et en fait, ils ont pris quelqu'un d'autre. C'est un film avec Schwarzenegger. Celui-là, il est sorti en 87, c'est-à-dire 3 ans après Terminator, et 5 ans après Conan le Barbare. Mais c'est la première fois qu'on voit Schwarzenegger dans le rôle du héros vulnérable, parce qu'il se retrouve face à un monstre beaucoup plus puissant, avec une technologie beaucoup plus avancée, et c'est un film extrêmement prenant du début jusqu'à la fin. Alors ça, je vous montre pas le 1 parce que je ne l'ai pas trouvé non plus, c'est le 2, qui est avec Danny Glover, pas Schwarzenegger, et qui est une suite très souvent sous-estimée, euh, qui n'a pas été fait par le même réalisateur non plus. Le réalisateur du premier s'appelle John McTiernan, et sa carrière va exploser après ce film, puisque 1 an plus tard, il fera donc Piège de cristal avec Bruce Willis. Toujours basé sur des romans de science-fiction très connus, comme j'ai dit, il y avait Philippe K. Dick, maintenant je vais parler de Isaac Asimov. Isaac Asimov, en fait, c'est celui qui a créé les 3 lois de la robotique. Et il y a un film qui est sorti en 2004, qui s'appelle donc... 2004 qui s'appelle I, Robot, avec Will Smith. Ce film, il a beaucoup de détracteurs, parce qu'il y a des placements de produits pas forcément très subtils. Genre, il y a Will Smith qui fait l'apologie des chaussures, je sais plus ce que c'est, Nike, Reebok, je m'en fous. Mais littéralement, c'est à l'écran, quoi. Il dit c'est les meilleures chaussures et tout, voilà. Donc le film s'est un peu fait taper dessus pour ça. Pour autant, si on oublie cette petite faute de goût, c'est un très très bon film de SF qui est bien joué, bien réalisé, bien écrit. Et personnellement, même si Will Smith c'est la star du film, pour moi, la révélation, c'est Alan Tudyk, qui joue au contraire le robot qui est pourchassé par Will Smith, justement. Excellent acteur qui fera beaucoup de doublage chez Disney. Je voulais aussi en parler parce qu'il a été réalisé par Alex Proyas. Et Alex Proyas, c'est un grand réalisateur indé des années 90. Et il a fait notamment un film de science-fiction, c'est Dark City. Alors ça, c'est de la SF très atmosphérique, presque un film d'horreur parfois. C'est une ambiance beaucoup plus polar que SF. Toute la ville est plongée constamment dans le noir et sous la pluie, et on a vraiment l'impression d'être dans un port des années 40, quoi, avec Humphrey Bogart ou Casablanca, le Faucon Maltais, tout ça, quoi. Par contre, son meilleur film à Proyas, clairement, c'est The Crow. Et pourquoi je parle de The Crow? Parce que j'ai vu récemment une bande-annonce comme quoi il faisait un remake, évidemment, qui va être beaucoup moins bien que l'original, j'en suis certain. Et comme c'est une œuvre culte, The Crow,
mais que les gens en parlent beaucoup moins ces derniers temps, je préfère le remettre au goût du jour. Voilà. Alors maintenant, encore dans les réalisateurs incontournables, bien sûr, on ne peut pas parler de la science-fiction sans James Cameron. Donc lui déjà c'est Terminator, c'est Aliens et c'est Terminator 2. Donc Terminator, je ne vais pas vraiment le présenter parce que c'est comme Star Wars, tout le monde l'a vu, tout le monde le connaît. Je vous montre simplement la version que j'ai 4 DVD, livré collector et machin chose. J'arrive pas à croire que maintenant on est déjà, je crois, à Terminator 6 et qu'ils n'ont pas fait un film potable depuis le 2 quoi. Le 3 est sympa, le 4 mérite d'être redécouvert parce que franchement il y a des trucs très chouettes dedans d'un point de vue visuel. Le 5 et le 6 par contre c'est poubelle. Et si ça vous intéresse, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Terminator Resistance qui a été fait par la même équipe qui ont fait le jeu vidéo Robocop qui est sorti cette année ou l'an dernier, je sais plus. Le gameplay est parfois un peu aux fraises, mais on retrouve vraiment l'ambiance du futur apocalyptique dévasté de Terminator 1 et 2. Et c'est vraiment un plaisir de se balader dans cet environnement parce qu'il a été recréé de façon parfaitement fidèle par des fans du film et ça se voit. Mais entre Aliens et Terminator 2, il a fait un petit écart de conduite. Il est passé à la plongée sous-marine parce que James Cameron, c'est un grand fan des fonds marins. Je crois que c'est un des premiers à atteindre une distance en profondeur la plus élevée, mais je me souviens plus des détails. Ce que je veux dire, c'est qu'il vit sa passion à travers le cinéma et à travers ses découvertes, qu'il finance justement grâce à ses films. Tout ça pour dire qu'entre Aliens et Terminator 2, il a fait un film qui s'appelle Abyss, qui n'est pas aussi connu que les autres. Et Abyss, en fait, c'est le film qui a révolutionné les images de synthèse comme on les connaît aujourd'hui. Je pense que c'est le premier film où on peut voir officiellement un visage humain recréé par ordinateur, et c'est donc l'équipe de James Cameron qui l'a fait. C'est aussi claustrophobe parce qu'il faut vraiment... on passe tout le film sous l'eau, quoi, littéralement, dans un sous-marin qui est prêt à craquer à n'importe quel moment. Il y a de la SF, je ne vous dis pas pourquoi, mais je voulais remettre ce film au goût du jour, tout simplement parce que il y a une version longue qui existe et qui change beaucoup de choses par rapport à la narration. Il y a un événement qui arrive dans la version longue qui n'existe même pas dans la version courte. Et c'est très rare, du moins à ma connaissance, de trouver une version longue du film aux USA. Maintenant, peut-être que avec tous les Blu-ray 4K, tout ça et tout ce qui est en téléchargement aujourd'hui sur les plateformes, c'est possible. Mais quand j'ai acheté ce DVD, c'était quasiment impossible de trouver la version longue du film. Donc voilà, je suis très fier de l'avoir et je voulais en parler tout simplement parce que Abyss, c'est pas le film le plus connu de James Cameron, mais c'est un de ses meilleurs. Un qui est pas du tout connu, bien sûr, hein, c'est Avatar. Si vous critiquez comme quoi c'est Pocahontas au pays des Schtroumpfs ou tout ça, ben écoutez, vous n'avez pas tort, parce que officiellement, c'est pas un film qui réinvente la poudre, hein, mais c'est pas non plus son intérêt. Il a pris des archétypes de personnages, et l'histoire est assez basique. Il n'y a pas vraiment de rebondissement qu'on ne voit pas venir. Personnellement, pour moi, c'est la qualité de la narration et l'émerveillement visuel et sonore qui me happe à chaque fois. Je pense que ce film, c'est celui que j'ai vu le plus de fois au cinéma. J'ai dû le voir, je crois, 11 fois au cinéma en tout. Parce qu'en fait, je m'étais dit qu'une fois que ce film il sortirait en DVD, ben, ce serait plus jamais la même expérience sur un petit écran. Donc je suis allé le voir autant de fois que possible, en VO, en VF, en 3D, en 2D, juste pour me plonger dans cet univers merveilleux de Pandora, quoi. J'adore l'acteur principal, Sam Worthington. Malheureusement, il a encore du mal à faire démarrer sa carrière après toutes ces années. Il y a Stephen Lang dans le rôle du méchant qui est vraiment génial. Il y a Zoé Saldana qui crève l'écran. La musique de James Horner est absolument magique. Et les effets spéciaux sont tombés par terre, quoi. Il y a une version remasterisée qui a été faite récemment pour la sortie du 2, et on voit malgré tout que les spéciaux ont déjà bien vieilli. Donc il faut constamment refaire l'image pour que ça garde sa pertinence en fait. Toujours dans les grands réalisateurs incontournables, Steven Spielberg il a fait pas mal de films de SF. Est-ce que Jurassic Park c'est un film de SF
on va dire que non, donc je le compte pas. Il a fait AI, donc intelligence artificielle, avec Haley Joel Osment, qui est le garçon dans Sixième Sens avec Bruce Willis. Je ne l'ai pas revu depuis pratiquement 20 ans, donc je n'ai pas d'avis à se donner dessus, il faudra que je le revoie dans pas longtemps. Mais pour moi, celui que j'ai en DVD en tout cas, c'est Minority Report. Alors, coïncidence ou pas, c'est aussi basé sur un roman de Philippe K. Dick. Donc, encore une fois, c'est dans les vieilles soupes qu'on fait les meilleures peaux. C'est un thriller policier qui se passe dans un univers futuriste. Le casting est vraiment excellent, Tom Cruise et Colin Farrell en particulier. Max von Sydow, vous l'avez sûrement vu dans L'Exorciste par exemple, ou Le Septième Sceau de Ingmar Bergman si vous êtes un peu plus cinéphile. Mais c'est vraiment un film particulièrement dur, surtout pour un Spielberg à l'époque. C'est vraiment la direction artistique, parce que la photo est de... Laissez-moi regarder. Voilà, c'est de Kaminski. Je savais que c'était Kaminski. Kaminski, c'est celui qui a en fait remplacé Douglas Socombe dans les années 80 chez Spielberg. C'est celui qui a donné une image beaucoup plus granuleuse, avec des tons parfois monochromatiques, comme dans Munich par exemple. Et c'est un excellent directeur de la photo qui arrive très facilement à mettre le spectateur mal à l'aise, simplement en changeant les couleurs les couleurs de l'environnement. Et c'est un film qui vieillit pas, je trouve. Après, David Cronenberg, grand réalisateur encore des années 80-90, qui a réalisé Scanners. Scanners avec Michael Ironside, qui était donc dans Total Recall. L'atmosphère est poisseuse. Et si vous connaissez les Cronenberg de l'époque, ben, ça gratte bien sous la peau, quoi. C'est pas des films qui vous laissent indifférents. C'est l'histoire, en fait, simplement de gens qui ont des pouvoirs supernaturels, en fait, ou des pouvoirs psychiques, et qui peuvent littéralement faire exploser la tête de quelqu'un en le regardant. Et pour finir, dans cette trilogie, je vous propose L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam. Terry Gilliam est un ancien membre des Monty Python qui, pour autant, a fait une grande carrière en tant que réalisateur, notamment avec Brasil, qui est une influence énorme sur la science-fiction un peu absurde et un peu dérangeante, qui se moque bien de la bureaucratie à outrance de la société moderne. Bruce Willis, on pense que ça pourrait être un film d'action, mais pas du tout. C'est vraiment un drame psychologique qui te prend aux tripes. C'est l'histoire d'un mec qui vient du futur pour empêcher une pandémie. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment la pandémie a commencé. Est-ce que ça fait partie d'une organisation terroriste qui a lâché un virus ou pas? Et il essaie d'en découvrir l'origine. Brad Pitt, dedans, a un second rôle absolument excellent. Complètement psycho, là aussi. On voit très rarement Brad Pitt dans ce genre de rôle, surtout à l'époque. Je me demande s'il n'est pas basé sur un roman, encore une fois, de quelqu'un. Ah non, celui-là, il est basé sur un scénario de David Peoples, qui est le scénariste de Blade Runner, mais aussi sur un film français qui s'appelle La Jetée. Je crois que La Jetée, c'est un court-métrage avec des acteurs français, et qui a été extrêmement bien reçu par la critique à l'époque par rapport à son ambition narrative. Et donc, L'Armée des 12 singes, ils en ont fait un film ensuite. Je sais qu'il y a une série télé qui est sortie qui s'appelle L'Armée des 12 singes, donc 12 Monkeys en anglais. Je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas du tout si c'est bien ou pas. Deux autres films de SF par des grands réalisateurs. On a Contact de Robert Zemeckis. Alors Zemeckis, ben, vous le connaissez forcément puisque c'est le réalisateur de Retour vers le futur, Forrest Gump, tout ça, quoi. C'est un très grand réalisateur américain. Et Contact, c'est basé aussi sur un bouquin écrit par Carl Sagan, donc. Et c'est l'histoire en fait. Alors c'est marrant parce que je viens de me rendre compte qu'il y a Matthew McConaughey dedans. Et en fait, ça ressemble pas mal au scénario de Interstellar, mine de rien. Donc voilà, c'est rigolo qu'ils se donnent dans les deux films. Du coup, si vous avez vu Interstellar, je vous recommande largement ce film. Ça se passe plus sur Terre, avec des chercheurs de la NASA qui vont tenter d'entrer en communication avec une intelligence extraterrestre. Je m'en souviens pas trop, mais je sais qu'il y a une scène qui m'avait beaucoup marqué, justement parce qu'elle était super intense. Donc c'est un très bon thriller, à la fois de SF, et c'est aussi un film intelligent et mature.
Et en parlant de thriller, de SF intelligent et mature, je crois qu'on n'a pas fait mieux que Les Fils de l'Homme de Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón est un réalisateur, il me semble, espagnol, qui a déjà renouvelé la saga Harry Potter, puisque c'est lui qui a fait le 3e volet, Le Prisonnier d'Azkaban. Il a aussi fait Gravity avec Sandra Bullock, et récemment, il avait gagné un Oscar du meilleur réalisateur pour son film Roma, qui raconte son histoire avec sa famille. Mais Les Fils de l'Homme, c'est un film de SF d'anticipation où les hommes ne peuvent plus se reproduire à cause d'un virus ou je sais pas quoi. Et le héros, qui est joué par Clive Owen, vous avez peut-être vu dans Le Roi Arthur ou Sin City par exemple, se retrouve obligé de protéger la seule femme enceinte qu'on n'a pas vue depuis des dizaines d'années, quoi. Il porte littéralement avec lui l'avenir de l'humanité. Le problème, c'est qu'il doit traverser, je crois que c'est Londres ou je sais plus où, complètement dévasté par l'attaque terroriste en fait. Et voilà, c'est super intense, c'est extrêmement violent, pas forcément gore, mais brutal et choquant. Je crois que le film a reçu pas mal de nominations aux Oscars. C'est ça, meilleur scénario, meilleure photo, et je pense meilleur montage ou meilleur effet sonore. Il y a des scènes dans ce film qui sont vraiment hallucinantes parce que le réalisateur a pris le parti de filmer le plus possible en plan séquence. Et quand on a une course-poursuite qui dure genre 10 minutes avec des balles de mitraillette qui fusent partout autour de la tête, avec des obus de tank qui explosent et tout, et la caméra qui suit l'acteur en train de courir partout, qui monte dans un immeuble avec les murs à moitié défoncés par les impacts de balles et tout ça, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Alors bien sûr, maintenant, c'est un peu plus monnaie courante, quoi. Mais il faut se remettre à l'époque, le film est de 2007, et on n'avait jamais vu ça. Franchement, c'est la maîtrise de la direction artistique et de la réalisation elle-même valent vraiment le détour. Alors, après ça, les films ont pas forcément été faits par des grands réalisateurs, donc ça me permet de faire une petite pause avant de terminer. On a Cube, qui est de Vincenzo Natali. Et Cube, je pense que les gens le connaissent quand même, parce que c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui à sa sortie, et qui a eu, je crois, 2 suites, que j'ai jamais vues. C'est un film, un thriller de SF assez original, puisque il y a un groupe de prisonniers, on ne sait pas pourquoi ils sont là, qui sont enfermés dans un cube géant, et pour sortir d'une pièce, doivent résoudre un puzzle mathématique. Le problème, c'est que chaque puzzle est mortel, et vers la fin, il ne restera pas grand monde. Et vu que tous les codes doivent être résolus par des équations mathématiques, ben, j'apprécie les films d'horreur comme ça, où les gens euh, doivent utiliser leurs neurones pour s'en sortir. Bon, je l'ai vu qu'une, 2 fois, mais il est bien marqué à l'époque. Il a reçu pas mal de prix, comme un prix du public, grand prix de la critique, et ainsi de suite. Je pense qu'aujourd'hui, il a un peu vieilli, mais ça reste une valeur sûre. Men in Black, alors j'hésitais à le mettre entre SF et comédie, celui-là, parce que c'est vraiment entre les deux. Réalisé par Barry Sonnenfeld, qui est aussi le réalisateur de La Famille Adams. Production designer, c'est Bo Welch. Et Bo Welch a beaucoup travaillé avec Tim Burton. La musique, c'est Danny Elfman, justement le compositeur attitré de Tim Burton. Le casting est génial, c'est un des films qui a fait exploser la carrière de Will Smith. Mais Tommy Lee Jones crève l'écran également. Je ne le présente pas forcément parce que c'est un film que tout le monde connaît. J'aimerais simplement dire que les maquillages ont été réalisés par Rick Baker. Et Rick Baker, c'est un des plus grands maquilleurs de l'histoire du cinéma 80-90, notamment pour son travail incroyable sur An American Werewolf in London, où, pour la première fois, on voyait la transformation d'un homme en loup-garou à l'écran, sans plan de coupe, quoi. C'était vraiment impressionnant. À part ça, voilà, c'est un film qui est vraiment génial, très drôle, très bien rythmé. J'aimerais dire que Men in Black 2 et 3, puisque c'est une trilogie, sont aussi bien que le premier. C'est pas le cas. Le 3 est vraiment sympa, je vous le conseille. Le 2, bon, il a été fait, je pense, avec des problèmes de studio et il n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Par contre, il y a aussi un autre qui est sorti qui s'appelle Men in Black, je sais pas quoi, et il paraît que c'est un gros navet. J'ai vu quelques extraits, ça m'intéresse pas du tout. Alors, Matrix, la trilogie, même s'il y a un 4 qui est sorti, je l'ai pas, et puis c'est un film qui est vraiment bizarre. Je sais pourquoi ils l'ont fait comme ça, mais j'ai pas trop envie de m'attarder dessus. Le premier,
restera toujours un modèle du genre. C'est un film qui est à la fois extraordinaire par rapport à son ambition narrative et visuelle, puisque c'est un des premiers films qui a inventé le bullet time. Techniquement, le premier, c'est Blade, qui est sorti juste un an avant, mais Matrix, on l'a toujours considéré comme le père du bullet time, quoi. Tous les acteurs dans ce film sont vraiment excellents. On découvre Laurence Fishburne, qui avait déjà une bonne carrière dans les polars, mais pas forcément aux yeux du grand public. C'est aussi un film qui fait découvrir Hugo Weaving, qui fera ensuite Elrond dans Les Seigneurs des Anneaux, et notamment le personnage de V dans V for Vendetta. C'est aussi un film qui a redressé de manière vraiment impressionnante la carrière de Keanu Reeves, qui était un peu à la ramasse depuis Speed, qui est déjà 1996, ça fait 3 ans, quoi. Le film a été réalisé par les frères, ou maintenant donc les sœurs Wachowski, et c'est vrai que quand on y réfléchit, il y a beaucoup de parallèles, en fait, de métaphores, d'allégories sur le transhumanisme dans ce film, des genres masculins et féminins dans la société moderne. Personnellement, moi je suis un grand fan de ce film pour son aspect visuel et sonore. Oscar du meilleur montage, Oscar des effets spéciaux, Oscar surtout du design sonore qui a tombé par terre. D'ailleurs, le scénario de Dark City, si on le compare à Matrix, il y a bien sûr des différences au niveau du style et tout ça, mais le principe de base est extrêmement similaire. C'est un film qui s'inspire de l'animation japonaise, parce que si vous connaissez Ghost in the Shell de Mamoru Oshii et Masamune Shirow, grand classique d'animation japonaise, il y a des scènes de ce film qui sont plan par plan piquées de Ghost in the Shell. Et j'avais pris en fait des gifs de Matrix et des gifs de Ghost in the Shell, et je les avais alignés comme ça en colonne, et vous pouvez voir que c'était littéralement du copier-coller. Sans oublier que le chorégraphe de scène d'action est hongkongais, il s'appelle Yuen Woo-ping, qui a beaucoup bossé avec Jet Li à Hong Kong et tout ça, et donc il amène son expertise des scènes d'action dans un film américain pour une des premières fois. Donc c'est là qu'il a commencé à changer le style des combats, des scènes d'action à Hollywood. Et en parlant de changer le style des combats, le cascadeur qui remplace, qui double Keanu Reeves dans les scènes de combat dans ce film, c'est Chad Stahelski, et c'est lui qui deviendra donc 20 ans plus tard le réalisateur de la série John Wick. J'ai la trilogie dans la main, donc Matrix Reloaded, Matrix Révolution. Personnellement, les deux n'arrivent pas à la cheville du premier, ils auraient dû s'arrêter là, mais il y a quand même des bons trucs dans chacun, et il ne faut pas les dénigrer. La scène de l'autoroute dans le 2, ben, elle a tombé par terre, quoi. Ils ont quand même reconstruit un pan entier d'autoroute juste pour filmer cette scène, donc le budget était faramineux, quoi. Et dans le 3, ben, il y a des scènes d'action aussi qui sont très sympas, notamment par exemple quand il y a une fusillade, et pour éviter les balles, ben, il y en a qui sautent au plafond, et donc qui sont pendus la tête en bas en tirant avec deux flingues. C'est quand même très intéressant d'un point de vue visuel. Malheureusement, ça se perd souvent dans les discours philosophiques à la mort moelle-neu, qui, pour autant, ont un bon fond. Si on écoute vraiment ce que les personnages disent, c'est vraiment intéressant. Malheureusement, comme c'est très lourdingue et très prétentieux et parfois assez mal écrit, quoi, un peu maladroit, ben autant passer en avance rapide certains dialogues et se concentrer sur les scènes d'action. Voilà. Donc à voir, mais le premier est clairement au-dessus du lot. Dernier réalisateur important avant celui-là, c'est Roland Emmerich. Donc Roland Emmerich, quand il a commencé sa carrière dans les années 80-90, on l'a très vite considéré comme la relève de Spielberg. C'était vraiment des films très impressionnants visuellement qu'il faisait, et généralement particulièrement divertissants. Pour moi, ces deux chefs-d'œuvre de cette époque, c'est Stargate, qui a donné la série Stargate SG-1, que personnellement je n'ai jamais vue, donc je ne peux pas comparer, et Independence Day, que vous connaissez aussi sûrement. Celui-là, c'est la version longue qui a quelques dialogues en plus, quelques scènes intéressantes, qui est sorti juste au même moment que Bad Boys et Men in Black. Et encore une fois, Will Smith était au summum de sa carrière à ce moment-là, quoi. Roland Emmerich, je l'aimais beaucoup
jusqu'à ceux qui partent dans ces délires de films apocalyptiques de fin du monde, où les effets spéciaux malheureusement priment sur la qualité de la narration et des personnages. 2012, c'est un navet pas croyable. 10 000, c'est à mourir de rire tellement c'est pathétique. Et les films qu'il a fait ensuite, je crois que je les ai même pas vus. Je sais qu'il a des projets personnels qu'il a fait en même temps, comme par exemple un biopic sur Shakespeare et un autre film sur une révolution étudiante pendant les années 60, enfin un truc complètement différent de ce qu'il fait d'habitude, mais j'ai jamais eu l'occasion de les voir. Donc je peux pas en dire quoi que ce soit. En revanche, ces deux films sont très intéressants et ils sont surtout très bien écrits. Pourquoi? Parce que c'est Dean Devlin qui a écrit le scénario dans les deux cas. C'est un peu en fait le mec qui rajoutait de l'empathie pour les personnages de ses films. Parce que j'ai remarqué qu'une fois qu'il a commencé à écrire ses propres scénarios, c'était vraiment du carton-pâte, quoi. Très très mal écrit et très stéréotypé. Donc il y a clairement une fissure qui s'est faite au moment où Dean Devlin, en fait, il est parti. Si vous cherchez en fait de la SF intelligente mais très très grand spectacle, ces deux-là, c'est vraiment des films qui ont très bien vieilli, notamment au niveau de la musique. Dans les deux cas, c'est David Arnold, qui a des envolées lyriques très agréables, surtout pour un compositeur qui n'est pas forcément connu du grand public. C'est pas John Williams, c'est pas Danny Elfman, c'est pas James Horner, quoi. Mais la BO de ces deux films est très agréable. Dans celui-là, il y a, au niveau du casting, il y a James Spader, qui est très habitué des films dérangeants, notamment par exemple Sexe, mensonge et vidéo ou Crash de Cronenberg, donc vraiment pas un film dans lequel on aurait l'habitude de le voir. Il y a aussi Kurt Russell, mes acteurs préférés, donc voilà, dont je vais vous parler d'ailleurs très bientôt. Et dans celui-là, il y a non seulement Will Smith, mais il y a aussi Jeff Goldblum qui est devenu une star après Jurassic Park, et il y a Bill Pullman qui fait un super rôle de président patriotique, mais à la fois touchant et humain, qui est un rôle qui lui va comme un gant. Alors, je voulais parler vers la fin de John Carpenter. Dans ce coffret, on a 4 films. On a New York 1997, Le Prince des Ténèbres, Invasion Los Angeles, je crois, et Le Brouillard, The Fog. Sur ces 4, il y en a 2, c'est des films d'horreur purs. Le reste, c'est de la science-fiction. De la science-fiction particulièrement satirique, encore une fois. Surtout pour They Live, c'est lui qui a en fait qui a lancé le phénomène où quelqu'un met des lunettes de soleil en fait et voit le message réel derrière une publicité. Il y a carrément des marques de t-shirts qui ont Obey comme ça là sur le devant. Ben, ça en fait c'est littéralement une idée qui vient de ce film, Invasion Los Angeles. Les extraterrestres en fait qui prennent le contrôle de l'humanité en créant des messages subliminaux à travers des publicités. Acheter une voiture par exemple, n'importe quoi, ben, ça sera marqué Buy, acheter. Une bague de fiançailles ou des fleurs ou des bijoux, ça sera reproduisez-vous. C'est extrêmement caustique et ça a très très bien vieilli. L'acteur principal c'est Robbie Piper. C'est un ancien catcheur je crois. Et il est assez costaud. Et il a une scène de combat dans le film qui est extrêmement réaliste, qui dure je crois 5 minutes, où il tape sur un mec dans une ruelle. C'est filmé comme un combat de rue, en fait, littéralement. Il n'y a quasiment pas de plan spectaculaire. Et on a vraiment l'impression que les mecs ils s'éclatent la tête jusqu'à ce que le réalisateur il dise couper quoi. Et en fait le réalisateur il dit jamais couper. Donc en fait c'est littéralement Mosinor quoi. Et après il tape sur la gueule à un gros black. Et juste avant donc Escape from New York, New York 1997. C'est un film de SF d'anticipation avec Kurt Russell dans le rôle de Snake Plissken. Alors, Snake Plissken, et en plus il a un bandeau sur l'œil. Donc, si vous n'avez pas vu la référence, c'est lui qui a donné en fait naissance à Snake dans la série Metal Gear Solid. Et d'ailleurs, Hideo Kojima, le créateur de la série Metal Gear, souhaitait absolument avoir Kurt Russell pour donner la voix à Snake
à partir de Metal Gear Solid 3. Il y a une vidéo sur YouTube que vous pouvez trouver qui indique qu'est-ce que Kurt Russell a pensé à ce moment-là, et il a dit que c'était pas un projet qui l'intéressait, point barre quoi. Tout ça pour dire que Kojima est un grand fan de Kurt Russell, est un grand fan de New York 1997, moi aussi, et New York 1997 a eu une suite. Et cette suite s'appelle Escape from LA ou alors Los Angeles 2013. Pour une suite, moi je la trouve vraiment chouette, il y a beaucoup d'idées très originales et le casting est vraiment sympa. Les effets spéciaux sont pas terribles parce qu'on est en 96 et les images de synthèse sont pas géniales. Pourtant, c'est l'époque où les gens essaient de faire de l'eau photoréaliste un peu avec Waterworld et celui-là. C'est complètement raté. Mais il faut passer outre. Kurt Russell, il s'éclate dans le rôle. C'est un des meilleurs films de Carpenter du point de vue aventure divertissante. La fin du film est exceptionnelle. Et en plus, ça finit sur un gros morceau de rock bien hardcore, je crois, de Rob Zombie ou de White Zombie. Bref, c'est vraiment sympa et je vous le recommande. Et on arrive maintenant au chef-d'œuvre de science-fiction de John Carpenter qui s'appelle The Thing. C'est un film rien que par rapport à sa création qui mérite qu'on en parle. D'abord parce que c'est un remake d'un film des années 50 qui s'appelle La chose de notre monde. La chose de notre monde a été réalisée par Christian Nyby, mais en fait, techniquement, il a aussi été réalisé par Howard Hawks qui a pris le relais entre-temps. C'est l'histoire d'un groupe de scientifiques au pôle Nord qui découvrent un ovni écrasé dans la glace et il libère une espèce de créature qui va les posséder les uns après les autres. Le problème, c'est qu'en fait, on ne sait pas qui est possédé par la créature. Du coup, ça devient presque un véritable film où tout le monde est paranoïaque, et on ne sait pas qui va s'en sortir à la fin, quoi. Ce film, c'est surtout une allégorie sur le macartisme des années 50 aux États-Unis, où la plupart des citoyens américains avaient peur que leurs voisins soient des communistes. Donc ils se dénonçaient les uns les autres à la police pour espérer éviter l'invasion des communistes aux États-Unis. Bref, c'est ce qu'on appelle la chasse aux sorcières des années macartistes. C'est un film qui est donc une allégorie politique à ce moment-là. Comme j'ai dit, le film a été réalisé par Christian Nyby, mais aussi Howard Hawks. Et Howard Hawks est un des plus grands réalisateurs de western des années 50, notamment notamment avec Rio Bravo, un des meilleurs westerns de l'histoire du cinéma, avec John Wayne. Donc, Howard Hawks a non seulement inspiré John Carpenter dans sa réalisation, parce que John Carpenter, dont il filme, c'est des westerns modernes, mais il a aussi inspiré notamment Les 8 salopards de Tarantino. D'ailleurs, Les 8 salopards de Tarantino se passent littéralement sous la neige en plein blizzard, dans un huis clos, c'est-à-dire un lieu fermé donc, mais c'est une auberge quoi. Tout le film se passe dans une seule auberge. Les 8 salopards de Tarantino est un hommage évident à The Thing de Carpenter. Donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses à savoir, rien que par rapport à l'origine du projet. Mais en plus, regardez cette putain de couverture, quoi. Pas facile à trouver la bonne angle de caméra, voilà. On ne voit ni les acteurs, ni de quoi le film va parler, on a juste une forme humaine qui a un visage complètement transfiguré par une lumière particulièrement inquiétante, et en fait c'est la peur de l'inconnu, d'une force surnaturelle qui prend possession de notre corps, quoi. Et ça, c'est très Lovecraftien dans sa représentation. Mais plus intéressant encore, c'est une des multiples affiches de films incontournables qu'on doit à l'artiste Drew Struzan, qui a fait des posters de cinéma absolument fantastiques, notamment pour Star Wars, Harry Potter, Retour vers le futur, Blade Runner. Voilà, donc j'ai acheté ce bouquin récemment parce que je suis tombé dessus et je suis un grand fan de Drew Struzan. Alors si je peux la trouver,
Et c'est fascinant de se dire que John Carpenter a appelé Drew Struzan euh, un soir comme ça, en passant, et ils lui ont demandé, ben écoute, on aimerait faire un remake de La chose de notre monde, on a besoin d'un poster pour demain. Est-ce que tu peux nous faire ça? Le mec, on lui a rien dit sur l'histoire, on lui a rien dit sur les personnages, on lui a rien dit sur les acteurs, qu'il a passé toute la nuit dessus. Il a eu une idée en tête, comme ça. Il s'est photographié lui-même dans cette position avec les doigts complètement écartés, comme s'il était pris par par la foudre en fait. Il a enlevé le visage et il a rajouté ces éclairs surnaturels. Et voilà quoi, ça a donné ce poster incroyable. Donc vous voyez que j'ai même pas encore commencé à parler du film, mais que j'ai déjà plein de trucs à dire. Bon, par rapport au film lui-même, il est extrêmement bien fait pour l'époque, mais l'époque c'est 1942. Donc bien sûr, ben, maintenant, aujourd'hui, il a perdu un peu de son charme, c'est normal. Il n'y a pas une image de synthèse à l'écran, de ce que je sais, c'est tous des animatroniques, et les effets spéciaux sont absolument extraordinaires et ont été réalisés par donc Rob Bottin, dont je vous ai parlé pour Total Recall. La musique est de Ennio Morricone, le grand compositeur des westerns italiens et des polars français avec Jean-Paul Belmondo. Et pour ce film, il a reçu le Razzie Award, c'est-à-dire la récompense de la plus mauvaise musique de film de l'année. C'est triste parce que bon, c'est pas grand-chose comme musique, c'est juste deux notes répétées sans cesse, truc tang 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 tang. Mais par rapport à l'ambiance du film, ça fait le café. C'est intéressant de savoir que c'est un des rares films qui n'a pas été composé par justement John Carpenter lui-même, parce qu'il faisait souvent ses musiques de films, et d'ailleurs il a littéralement un groupe de musique à son nom. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a Kurt Russell dans un de ses meilleurs rôles. Et Kurt Russell et John Carpenter, ils ont fait au moins 5 films ensemble. C'est des grands amis. Ils sont vraiment très bien trouvés. Le dernier truc que je voulais dire, c'est que ce film, à l'époque, il n'a pas du tout marché. Parce qu'il est sorti donc en 82, la même année que E.T. de Steven Spielberg. Alors E.T. c'est la science-fiction pour la famille avec le gentil extraterrestre qui est le méchant gouvernement. Là, c'est vraiment le méchant alien qui tue tout le monde de façon extrêmement sanglante. Et bon, pour l'époque, c'est clair que ça n'a pas du tout marché. C'est aussi une très grande influence sur plein de jeux vidéo. Par exemple, si vous jouez à Dead Space, c'est littéralement Event Horizon, le vaisseau de l'angoisse de Paul Anderson, qui est sorti en 97, avec des créatures qui viennent de ce film, donc The Thing. Et on termine donc par un autre chef-d'œuvre entre guillemets, parce que c'est un film qui n'a pas vraiment marché, mais je voulais en parler parce que évidemment cette année il y a Dune 2 qui est sorti et qui est vraiment extraordinaire d'un point de vue visuel et qui retrace très fidèlement le roman d'origine, donc le roman de Frank Herbert. Il faut savoir que Dune, c'est quand même une grosse inspiration pour Star Wars, quoi. La planète de sable, les vers de sable, tout ça, c'est Tatooine, c'est le Sarlacc dans le Retour du Jedi, mais également c'est une des adaptations qui a été la plus difficile à faire à l'écran. Il y a un film qui est sorti en 84, le voilà, qui s'est fait ramasser à sa sortie parce que le producteur du film, Dino De Laurentiis, en fait, il avait vraiment essayé de pourrir la vie du réalisateur David Lynch pour en faire un film qui avoisinait à peu près les 2 heures et demie, pour pouvoir le sortir en salle plus facilement. Alors que David Lynch, lui, il avait prévu un truc qui durait 4 heures, quoi. Donc, effectivement, il a dû couper dans le gras, et ça fait un film extrêmement bancal. En plus, on peut voir que autant la première partie du film suit fidèlement le roman, autant que la nouvelle version de 2009 qui est sortie en 2021, alors que la deuxième, ça part en live complet, quoi. Il y a des coupes au montage qui sont flagrantes, et la fin, elle arrive comme un cheveu sur la soupe, tu sais pas ce que les personnages foutent là, c'est assez bizarre. Et je sais pas à quel point ça reproduit la fin du roman, mais c'est très différent de la version de Denis Villeneuve. J'en parle quand même parce que c'est un film qui est extrêmement ambitieux, avec un excellent casting. Il y a Kyle
McLachlan, c'est dur à dire, qui va jouer avec David Lynch plusieurs fois. Il fera notamment Blue Velvet et la série Twin Peaks. Et si vous avez l'occasion, regardez donc la version longue qui vient en fait de la série télé, pas de la série télé Les Enfants de Dune, pas la série télé, la version télé où ils ont rajouté 35 minutes d'images inédites. David Lynch était si désespéré après ça que le film qui sort en version télé est réalisé par Alan Smithy. Et Alan Smithy, c'est le pseudonyme que les réalisateurs utilisent pour dire qu'ils désavouent complètement un projet sur lequel ils ont travaillé. Littéralement pour dire ce film n'a eu aucun réalisateur, quoi. Mais c'est intéressant de voir les deux. C'est un projet extrêmement ambitieux, comme j'ai dit. Et pour l'époque, si vous comparez ce film avec la version de Denis Villeneuve, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'il avait vraiment réussi dans sa première adaptation, même si il s'est quand même fait un peu pourrir par rapport au montage et au financement. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc je vous ai présenté aujourd'hui une liste d'environ 25-30 films de science-fiction qui trônaient dans ma bibliothèque de DVD. Et comme j'ai dit, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est surtout ce qui me tienne le plus à cœur. Et ce n'est pas non plus une liste des meilleurs films de SF de tous les temps, c'est simplement ce que j'avais à disposition. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous connaissez déjà ces films, que vous voulez m'en proposer d'autres, n'hésitez pas non plus. Je suis toujours ravi de partager ma passion avec vous. Et si la vidéo a du succès, j'espère vraiment pouvoir en faire une autre d'aussi bonne qualité. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, parce que même si je poste pas grand chose ces derniers temps, c'est aussi parce que je suis généralement sur 3 chaînes différentes, hein, le cinéma, jeux vidéo, voyage, donc ça fait beaucoup de jonglage et je ne peux pas toujours être au four et au moulin. En tout cas, si vous voulez vous abonner, c'est très sympa et surtout ça me soutient énormément d'un point de vue de l'algorithme, quoi. Allez, je vous dis à la prochaine pour des nouveaux... Ah non, ça c'est la mauvaise, c'est la mauvaise chaîne. Bref, je vous dis à la prochaine. Ciao!